Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette toute nouvelle édition de Métro News pour la semaine. Voici les titres qui dominent l'actualité de ce jeudi. Les gangs armés continuent de s'en prendre aux infrastructures de la police nationale. En un peu plus d'une semaine, les commissariats de Montrouy, Liancourt et Bassin-Bleu ont été assiégés et incendiés par des assaillants. Par ailleurs, le haut commandement de la PNH annonce l'intensification des opérations afin de traquer les bandits jusque dans leur dernier retranchement. L'administration Trump met Haïti sur une liste de 23 pays considérés comme des zones de production ou de transit de drogue vers les États-Unis. Des experts estiment que cette situation fragilise davantage les institutions haïtiennes et renforce la nécessité d'une coopération internationale pour intensifier la lutte contre le trafic. Également à la une de ce jeudi, réforme constitutionnelle, alors que le nouveau projet propose une reconfiguration de la division territoriale dans le pays. La Fédération nationale des ASEC d'Haïti a organisé ce jeudi un atelier visant à mieux outiller les élus sur leur rôle dans la gouvernance locale à la lumière du nouveau texte constitutionnel. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Pour démarrer ce journal, une attaque armée attribuée au gang Kokorat Saras a visé ce jeudi la commune de Bassin-Bleu dans le département du Nord-Ouest. Lors de l'assaut, les malfrats ont incendié le commissariat local. Le gang, originaire de la localité de Tibois-d'Homme, aurait également attaqué plusieurs habitations privées. L'attaque a semé la panique au sein de la population, poussant de nombreux habitants à fuir leur domicile. À Port-de-Paix, commune voisine, une vive tension s'est installée. En réponse, des agents de l'unité départementale de maintien d'ordre ont été dépêchés en urgence vers Bassin-Bleu pour tenter de reprendre le contrôle de la zone. Le porte-parole de la police nationale d'Haïti, le commissaire Michel-Ange Louis-Jeune, déplore que des bandits aient pu déjouer le dispositif mis en place dans l'Artibonite pour commettre des crimes. Il affirme que des dispositions sont prises pour renforcer la protection de la population. Le commissaire Louis-Jeune annonce également la poursuite des opérations policières visant à traquer les bandits armés qui terrorisent la population. Écoutons les propos du commissaire Michel-Ange Louis-Jeune, porte-parole de la PNH. Département de l'Artibonite, que ce soit haut et bas Artibonite, il est occupé par des foyers de gangs. Kokorat Saras qui établit Basio dans l'Aquapiris, mais aussi dans Gros Monde. Immédiatement, pas oublier, nouveau directeur départemental de l'Artibonite, il y a seulement quelques semaines depuis qu'il est installé. Et il a commencé à mettre empreinte dans le département. Côté, il a commencé à vraiment mener des opérations dans le grand foyer gangio. Et c'est comme ça, dans Tibois-d'Homme, chef de gang qui est les grands blacks avec plusieurs membres dans le groupe est après arrivé mortellement blessé et que la police est arrivée maîtriser et neutraliser par rapport à l'opération que vous menée dans l'espace là. Donc parallèlement opération yo a continué dans haut et bas Artibonite là parce que objectif là c'est permettre à ce que monde avec bien capable de circuler dans meilleures conditions. Il y a deux informations importantes. Il y a un sous-commissariat Montrouy qui brûlait hier. Il y a un commissariat Liancourt qui est totalement détruit. Oui, est-ce que la police a travaillé pour reprendre contrôle zone ça? C'est une situation que même gens force de l'audio a multiplié stratégie, même gens autorité locale de concert avec autorité policière a multiplié stratégie, bandits même tout, il a fait tout ça qui dépend de yo dans façon par yo pour contourner le dispositif qui mettait en place yo. Mais autant qu'il a fait ça, autant que force de l'audio, autorité locale yo, dans plus haut niveau l'État, il y a des dispositions qu'a prend pour arriver contourner ensemble de situations ça yo. Et c'est pas en situation qu'il a jodi a, il l'a depuis combien d'années et il demande temps, il demande moyens, il demande stratégies, de nouvelles stratégies chaque jour et c'est dans plus haut niveau l'État de concert avec autorité locale yo, autorité policière yo, pas jamais suspendre
prend ensemble de dispositions ça pour permettre que contenir situation parce que j'aime sur là objectif là c'est arriver permettre à ce que population d'ici et d'ailleurs population dans tout département dans le pays donc arriver vaquer et activité dans les meilleures conditions mais quel que soit j'aime là disposition qu'on prend ça pas jamais veut dire que pas gain casse du tout ça pas jamais veut dire que risque là la pas zéro malheureusement. Et c'est ça qui arrivait tout dans le centre-ville Port-au-Prince, parce que nous sommes capables de remarquer, si nous faisons virer en bas sous zone champ de masse là, nous sommes capables de voir une petite grasse amélioration par rapport à la situation qui était gagnée. Direction départementale Ouest 1, et avec équipe la police dans la juridiction Port-au-Prince, avec ensemble unité d'élite anti-gang dans la police là, par suspendre, multiplier opérations en bas dans le centre-ville là, que ce soit dans rue Chavannes et rue Masselin, et rue Elvag et Maglo-Ambroise prolongé, et plus précisément zone l'hôpital général, que l'autorité a continué le travail. Objectif là, c'est permettre que la vie reprenne, activité reprenne dans le centre-ville là et un peu partout dans la capitale là. Donc voilà, la police a continué à faire travail et série d'opérations et d'interventions et a intensifié chaque jour pour capable permettre de poursuivre bandits jusqu'à dernier retranchement. Et nous avons un rapport sur ce qui passe Montbriand hier soir? Et moi, j'ai parlé avec le directeur départemental là, avant de rentrer dans le micro matin, qui promet moi dans les heures à venir pour le faire part de situation ça. Donc, nous sommes capables de parler de situation ça dans l'autre session. Qui ça qu'a fait pour Liancourt? Alors, nous ne pouvons pas le contenter nous pour nous dire ça qu'a fait Liancourt, ça qu'a fait Montrouge, puisque en fait, nous gagnons 10 départements géographiques, même si bien entendu, nous gagnons 3 départements côté problème dans les beaucoup plus fait sentir. Et puisque les plus fait sentir, dans 3 départements, ça y est, force de l'audio a déployé plus moyens financiers, éléments humains, logistiques, engins, la police l'a disposé. Et tout ça, la police l'a disposé, l'a concentré dans 3 départements, ça y est, sans bien entendu, les pas oublier ça qui a passé dans le reste pays, et son façon que pour tout pays, tous 10 départements géographiques pays capable de arriver, mon yo capable de arriver joindre calme avec sérénité pour arriver vaquer à activité dans les meilleures conditions de sécurité. Comme annoncé en titre, le président américain Donald Trump a transmis au Congrès une liste de 23 pays impliqués dans le trafic et le transport de drogue vers les États-Unis. Parmi eux figurent plusieurs nations de la région caribéenne et d'Amérique latine, dont Haïti, la République dominicaine, le Venezuela, le Honduras, le Guatemala et le Mexique, ainsi que des pays d'Asie et d'Afrique comme l'Afghanistan, l'Inde et la Birmanie. Selon le département d'État américain, ces pays représentent une menace pour la sécurité des États-Unis et de leurs citoyens, que ce soit par la production locale de stupéfiants ou par leur rôle comme point de transit pour des drogues destinées au marché américain. La liste a été établie en tenant compte de facteurs géographiques, commerciaux et économiques qui facilitent la circulation des drogues, même lorsque les gouvernements locaux mettent en place des mesures de contrôle. Pour Haïti, cette désignation souligne les défis persistants en matière de sécurité et de contrôle des frontières, où des zones côtières peu surveillées et la présence de réseaux criminels organisés favorise le transit de drogue en provenance d'Amérique du Sud et des Caraïbes. Les experts estiment que cette situation fragilise davantage les institutions haïtiennes et accroît le besoin d'une coopération internationale pour renforcer la lutte contre le trafic. La coalition des regroupements politiques pour l'avancement de la démocratie tire la sonnette d'alarme sur l'avenir politique du pays au-delà du 7 février 2026. Face à l'aggravation de la crise humanitaire et sécuritaire qui menace la tenue du référendum et des élections, la coalition réitère son appel à une nouvelle transition. Lors d'une conférence de presse donnée ce jeudi, le comité stratégique de la structure a exhorté la classe politique à s'engager dans un dialogue inclusif.
en vue de parvenir à un nouvel accord politique capable de sortir le pays de l'impasse. Suivez ce compte-rendu de Garbijan et de Guitry Choisy. La coalition des regroupements politiques pour l'avancement de la démocratie, COREPAD, demeure sceptique quant à l'avenir du pays après le 7 février 2026, date à laquelle le pouvoir de transition actuel doit céder les rênes du pays à des autorités élues. Pour y parvenir, 2 étapes sont jugées cruciales. D'abord le référendum, dont la date reste inconnue, puis les élections. Une situation qui témoigne d'un approfondissement supplémentaire de la crise politique, alerte Maître Jolem Pierre, coordonnateur du comité stratégique de la COREPAD. Cette coalition, qui a rejeté aussi bien le projet de la nouvelle constitution que l'organisation du référendum qu'elle juge irréalisable, plaide pour une alternative dite consensuelle, l'instauration d'un gouvernement d'urgence nationale à l'issue d'un accord politique sur le départ de l'exécutif en place. Une alternative salvatrice, soutient Jean-Franz Lasserre, membre de la coalition, afin d'éviter une implosion sociale au lendemain du 7 février. La COREPAD n'est pas la seule structure à lancer cet appel. Plus d'une centaine de partis politiques, d'organisations sociopolitiques et des personnalités issues de la société civile ont déjà paraphé un plan de gouvernance prévoyant une nouvelle transition sous la houlette de la Cour de cassation à l'approche de cette date fatidique. Le gouvernement de son côté fait fi de toutes ces propositions et persiste dans la voie des élections. Autre information à Metro News, la Fédération nationale des ASEC d'Haïti a organisé ce jeudi un atelier consacré au rôle des ASEC à la lumière du projet de nouvelle constitution. Face aux changements prévus dans le texte, l'initiative visait à mieux outiller les élus sur leur implication dans la gouvernance locale. C'était aussi l'occasion pour le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Paul-Antoine Bien-Aimé, d'apporter des précisions sur la question de la division territoriale dans le cadre du nouveau texte constitutionnel. Écoutons les précisions du ministre de l'Intérieur. Nous sortis depuis question réforme constitution annoncée, nous sortis que collectivités territoriales mobilisées. Et nous sommes mobilisés pour première version avant projet constitution et nous toujours mobilisés parce que comme nous connaissons, il y a une nouvelle version avant projet constitution qui paraît et il y a des différences entre première version et deuxième version. Pour ce qui concerne collectivités territoriales, dans toutes les versions, section communale là, il n'y a pas de collectivité territoriale encore. Mais alors que, première version, c'est dit toute section communale a bien tourné en commune. Deuxième version, contingent tempéré question, il dit à bon l'autre découpage territorial, et c'est dans le cadre
découpage territorial, ça, nous avons connaître qui nouvelle commune il a créé. Je pense que ça, il réalise. Mais ça qui est certain, c'est que Jean Causé a avancé là, pas gagné, section communale, pas de collectivité territoriale encore, qu'on y a gagné en pire commune en plus. Réflexion beaucoup finie, mais c'est dans la direction ça nous aller. Alors, ancien élu Kazek à Kazek, qui a posé cette question, qui ça y a devenu? Mais réponse là simple, puisque pas en pile l'autre commune, et que vous prévoit que membres assemblée municipale, surtout assemblée municipale nouvelle commune, c'est des membres élus, il y a lié, il y a élu, même il y a fait élection aux magistrats dans la commune. Donc pas de problème, on a toujours qu'à participer dans l'élection pour devenir membre assemblée municipale. Lancement de la 2e édition du Salon national itinérant des coopératives agricoles. Ce salon réunira des délégués des coopératives agricoles, agroalimentaires, artistiques et artisanales de 56 communes du Grand Sud. L'objectif principal de cette activité est de sensibiliser la population à la richesse de la production agricole de la péninsule Sud et aux opportunités d'affaires qu'elle représente, souligne le directeur exécutif du Centre haïtien pour la promotion de l'agriculture et de la protection de l'environnement. Jean-Camille Bisref affirme que cette initiative vise à faire la promotion pour une autonomie alimentaire en Haïti et un plaidoyer pour la création d'un fonds de soutien pour ces coopératives. Écoutons Jean-Camille Bisref, il est le directeur exécutif de la structure. C'est une opportunité pour nous faire un grand projecteur sur le Grand Sud avec un thème que nous allons développer qui c'est agroécologie, c'est Chine et production nationale. Année 2025, décrétée par les Nations Unies, année internationale des coopératives, CEPAP, ensemble avec l'autre partenaire, a réalisé déjà le premier salon qui était fait dans Vivi Mitchell, dans la date qui était 7 février avec 8 février 2025. Et nous disons ne pas quitter passé l'année 2025 là, pour ne pas faire un gros rumblé, pour nous permettre que les gens prennent conscience que aujourd'hui en Haïti, il faut que nous gagnons le vente. Et une approche pour nous gagner le vente, c'est servir avec ça nous gagnons. De telle sorte que nous sommes capables de faire promotion à l'agroécologie, qui sont agriculture qui respectent l'environnement, qui sont agriculture qui permettent que nous conserver tout ça comme richesse, parce que nous allons permettre que toute délégation qui a sorti dans 59 communes, avec tous les autres acteurs qui sont dans le secteur agricole, qui sont dans le secteur maintenant qui est dans la transformation, qui sont dans le secteur qui vend le matériel agricole, ils tous vont chiter ensemble avec exportateurs, importateurs, pour nous chiter maintenant dans la boîte, pour nous réfléchir comment nous allons vendre. Et son activité qui a sorti dans 19, 21 décembre, qui permettent que de 9h du matin à 5h de l'après-midi, nous avons réuni maintenant ensemble pour nous faire oublier ça. En sport, l'UNESCO et le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique ont lancé officiellement ce jeudi les compétitions sportives interuniversitaires nationales autour du thème « Le sport au service du développement et de la paix ». Ces activités qui se déroulent les 20 et 21 septembre à l'occasion de la Journée internationale de la paix visent à promouvoir la paix, la cohésion sociale et l'engagement citoyen par le biais du sport. Les propos de la ministre des Sports, Lynn Niola Octavius. Comme on a dit, c'est un projet pilote. C'est un projet pilote et qu'on essaie de voir à travers toutes ces difficultés comment vraiment tirer des opportunités. Donc c'est une activité qui va promouvoir la paix, la cohésion sociale, l'engagement citoyen à travers le sport. Cette initiative vise à mobiliser environ 10 000 jeunes autour de 2 disciplines sportives. Pourquoi 2 disciplines sportives? C'est parce qu'on a déjà dit que c'est un projet pilote. Donc, on a pensé aussi de sensibiliser les femmes dans le sport. C'est pourquoi cette initiative vise
a impliqué directement plus de 40% de femmes pour les encourager à pratiquer le sport. Et tout ce qu'on peut vraiment offrir à la jeunesse, c'est des opportunités. Et comme je dis toujours à la jeunesse de mon pays, il faut manifester son engagement, il faut oser, il faut tirer le meilleur de tout ce qu'il y a de difficile dans le pays pour pouvoir avancer. Donc comme vous savez, le sport, c'est un outil de développement durable, de paix. C'est un vecteur, c'est un trait d'union vraiment entre toutes les couches sociales du pays. Donc, utiliser le sport dans des contextes particuliers et tirer le maximum, c'est une très bonne initiative. Donc, ce n'est pas seulement le championnat interuniversitaire que le MJSAC va faire durant le premier trimestre qui va venir, mais le MJSAC, je vais anticiper un tout petit peu, le MJSAC va aussi lancer des championnats interlycées à travers les 10 départements du pays. Donc là, on réfléchit sur 5 disciplines comme football, volleyball, basketball et 2 jeux cérébraux, je crois que c'est échecs et dames, pour qu'il y ait plus de pratiques de sport à travers la jeunesse et dans les écoles et dans les universités. Puis nous refermons la page nationale de Métro News en météorologie. La 7e tempête tropicale de la saison cyclonique s'est formée mercredi dans l'Atlantique. Nommée Gabrielle, elle pourrait se transformer en ouragan dimanche, selon ce qu'a annoncé le National Hurricane Center basé aux États-Unis. Le NCH ne prévoit pas pour l'instant des dommages sur Terre, car l'ouragan devrait rester au-dessus de la haute mer. Le système s'est formé à 1745 km à l'est des îles sous le vent du nord, selon le dernier rapport. Pour l'instant, il y a des vents soutenus maximum de 75 km/h, avec un déplacement nord-nord-ouest de 35 km/h, bien que ces effets s'étendent à une distance de 280 km/h de son centre. Le NHC a indiqué que peu de changements de force sont prévus au cours des prochaines 48 heures. Cependant, pour ce week-end, un environnement plus favorable est attendu, ce qui devrait permettre une intensification progressive. Cette édition de Métro News touche à sa fin. Avant de partir, le rappel des principaux titres. Les gangs armés continuent de s'en prendre aux infrastructures de la police nationale. En ne peut plus d'une semaine, les commissariats de Montrouy, Liancourt et Bassin-Bleu ont été assiégés et incendiés par des assaillants. Par ailleurs, le haut commandement de la PNH annonce l'intensification des opérations afin de traquer les bandits jusque dans leur dernier retranchement. L'administration Trump maintient Haïti sur une liste de 23 pays considérés comme des zones de production ou de transit de drogue vers les États-Unis. Des experts estiment que cette situation fragilise davantage les institutions haïtiennes et renforce la nécessité d'une coopération internationale pour intensifier la lutte contre le trafic. Et puis réforme constitutionnelle alors que le nouveau projet propose une reconfiguration de la division territoriale dans le pays. La Fédération nationale des ASEC d'Haïti a organisé ce jeudi un atelier visant à mieux outiller les élus sur leur rôle dans la gouvernance locale à la lumière du nouveau texte constitutionnel. C'est ainsi que nous refermons cette édition de Métro News. Merci de votre attention et surtout de votre confiance. On se retrouve bientôt. Entre-temps, restez branchés Métropole et prenez soin de vous. Bonsoir.